Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH management, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles évidemment. Bien dans son job, on parle d'un sujet qui est passionnant, la mémoire organisationnelle. Qu'est-ce que c'est? Anne Kieffer va tout nous expliquer dans quelques instants. Elle est responsable partenariat Observatoire B2V des mémoires justement. On va faire le point avec elle sur son engagement et j'allais dire cette passion. Elle est notre invitée. Le cercle RH, accompagné comme chaque semaine avec Caroline de Senneville, on s'intéressera au nouveau profil de leader. Leader qui veut dire manager. Qui sont-ils? Quelles sont les qualités qu'ils doivent avoir, développer? On en parlera avec nos invités. Fabrice Coudray qui porte justement une étude, qui est le directeur exécutif Search chez Robert Half, avec une étude passionnante justement sur ce profil, ce portrait robot du leader. Et puis Yamina Mouka, CEO de YAM Partner, et Caroline de Senneville évidemment qui sera à mes côtés. Voilà le programme. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job pour parler d'un sujet dont on n'a jamais parlé dans Smart Job, la mémoire organisationnelle, c'est-à-dire tout ce que porte en mémoire une entreprise, une organisation. On en parle avec vous, Anne Kieffer, ravi de vous accueillir, responsable partenariat Observatoire B2V des mémoires. Vous êtes une experte, une passionnée de ce sujet. On va parler de la formation de Dauphine qui va démarrer le 9 décembre prochain parce qu'on accompagne et on forme. D'abord, un petit mot quand même presque philosophique, pour ne pas dire presque ésotérique, sur la mémoire organisationnelle. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors bonjour, merci de cette invitation. Effectivement, c'est bien de démarrer par un petit peu de philosophie parce que c'est pas qu'un objet matériel, c'est avant tout une posture. Et je dirais que la mémoire d'une entreprise, c'est comme un corps. Une entreprise qui n'a pas de mémoire, c'est comme un corps sans âme, sans esprit. C'est-à-dire que la mémoire, c'est ce qui forge l'identité de l'entreprise, l'identité individuelle, collective, et qui est une encre finalement pour gouverner, pour piloter sa stratégie, et qui est aussi un gouvernail. Ça veut dire aussi, quand on met bout à bout toutes ces petits cailloux, c'est l'expert qui a le savoir-faire de la main, c'est une machine, c'est tout ça réuni, la mémoire d'une entreprise. Tout à fait. Alors déjà, rappelons quand même que dans la tête des gens, quand on parle de mémoire d'entreprise, on pense au bloc matériel, on pense archives. Donc c'est des documents bien rangés, Ouais. à la cave et au grenier, Classique, qui prennent ça. la poussière, qu'on sort quand il y a un anniversaire, mais c'est important parce que Ou ça, quand le commissaire au quand le compte. commissaire convient, et Ouais. qui sont des très belles productions qui servent aujourd'hui à inspirer aussi bien les créateurs, générer l'innovation, etc. Donc ça fonctionne plutôt bien. Toutes les boîtes n'ont pas de direction d'archives, mais c'est quand même intéressant. En revanche, quand on parle de mémoire organisationnelle, là, effectivement, c'est nouveau, c'est plutôt impalpable, parce que c'est ce que tout le monde a dans sa tête. C'est-à-dire un salarié qui travaille sur une expertise, sur un geste, un retraité qui va partir à la retraite et qui n'a rien transmis. Donc là, on est au cœur des enjeux, parce que Essentiel. c'est extrêmement grave. On a un nombre d'exemples, et pas que dans le luxe, où il y a des savoir-faire Non. minutieux, mais dans plein d'entreprises, ça peut être dans le conseil aussi, où il y a un salarié qui part avec tout dans sa tête et ses cartons, et on se retrouve avec un jeune qui arrive et qui va devoir réinventer tout. Et là, il faut reformer, ça coûte du temps, ça coûte de l'argent. Donc je dirais que cette mémoire-là qu'on perd, elle a un coût. C'est ce que j'appelle le coût de l'oubli. Mais ce qui est intéressant dans votre démarche, c'est qu'au-delà de l'analyse qu'on commence à bien sentir, vous la conceptualisez et vous l'identifiez et vous faites de la formation. Il y a une formation à Dauphine. D'abord, qui vient dans cette formation et quel est l'objectif de cette formation? Alors, ce qui est intéressant quand on a lancé cette formation l'année dernière, c'était en effet la première formation en France, portée par une grande université, avec une approche à 360 qui, même pour eux, était complexe, parce qu'on s'est dit, c'est aux frontières du marketing, de la communication, des RH, de l'innovation, la prospective, du management. Qu'est-ce qu'on fait? Et on a construit ce certificat à plusieurs mains, tous ensemble, en disant, c'est 5 blocs, en fait, sur 6 mois, de dispositifs où on explique que la mémoire est un asset stratégique, un levier de performance, d'innovation, et on donne des exemples et une boîte à outils pratico-pratiques de comment la piloter, comment la mettre en place. Et le profil, oui, pour répondre à la question, on a eu à la promo de l'année dernière, c'était intéressant, des grands groupes, profil RH, profil consultant, profil DIRCOM. Donc, en fait, on se rend compte, et ça a passionné tout le monde. Et le bilan de cette formation, c'est qu'ils avaient tous envie de ne plus se quitter,
Donc, pour vous dire que la passion que j'ai moi, elle est aussi dans la tête de ces gens-là. Et ils ont dit, il faut qu'on crée une communauté de pratique, Dauphine. En fait, voilà, c'est des communautés de leaders et de pratique. C'est pas une personne, il n'y a pas de chief memory officer. Et du REX qui va permettre de dire, moi j'ai fait comme ça, moi j'ai fait comme ça. Exactement. Ce qui est quand même passionnant, c'est que on parle de l'invisible là, on parle de choses qui ne sont jamais prononcées, qui sont dans le cerveau de quelqu'un, et l'idée c'est d'aller le chercher tout ça. Donc ça veut dire que la RH doit quand même conceptualiser, trouver des process pour faire asseoir le bon technicien, faire asseoir le consultant. C'est bien de ça dont il est question. C'est en partie de ça dont il est question. Donc c'est des collectes en fait. Nous on appelle ça des collectes de mémoire. On plug le cerveau. Exactement. On siphonne, on siphonne le savoir-faire et le savoir-être, parce qu'il n'y a pas que le savoir-faire, il y a le savoir-être. Et en fait on se rend compte que cette mémoire immatérielle, elle est dans la tête des gens. Et le meilleur outil aujourd'hui, c'est de faire des collectes de récits de vie, de récits de carrière, de mémoire orale. Et on accouche. On accouche, on a une méthodologie scientifique, parce que nous, à l'Observatoire, je le rappelle, on est quand même un objet scientifique, piloté avec des neuroscientifiques, des historiens, des médecins, etc. Et derrière, toute cette collecte, cette matière, on la structure pour qu'un RH soit capable de monter des process de formation quand il y a du onboarding et quand un jeune arrivant arrive, parce que c'est très important d'engager les jeunes générations sur la mémoire. Parce qu'on se rend compte qu'un jeune, il n'a pas forcément envie ni conscience, avec les temps courts des jeunes et le temps long qu'inspire la mémoire, d'aller se plonger dans des récits, dans le passé, en pensant que c'est pas créatif. Et voilà. C'est un tort. Et c'est un tort. Juste avant de nous quitter, sous forme vidéo, sous forme de livre, parce qu'il y a aussi l'intérêt pour ceux qui sont dans l'entreprise de s'emparer d'un ouvrage qui raconte, alors quand l'entreprise a une grande histoire, mais de raconter l'histoire de ces hommes. Non, Alors, il y a plusieurs outils. Il y a un outil qui est plus moderne, qui marche bien et qui n'est pas que du livre. Par exemple, les podcasts. Oui. On peut faire des podcasts. On peut créer aussi des bibliothèques par des GED. En fait, j'ai un exemple d'un partenaire qui fait ça. Donc, on a un portail intranet dans l'entreprise et tous les experts métiers peuvent aller chercher l'actif mémoriel qui correspond à leur métier pour venir les inspirer, les nourrir et qu'ils en deviennent des ambassadeurs. Parce que ce n'est pas une approche top-down, la mémoire. C'est vraiment une approche d'appropriation. Ouais. 360 et qui doit circuler et qui est une affaire d'individus. Et nous, ce qu'on porte, c'est cet élan d'éveil des consciences et cette passion. Passion. Merci Anne Kieffer d'être venue nous rendre visite. Le temps passe trop vite. Responsable partenariat Observatoire B2V de mémoire, une formation Dauphine et puis un vrai travail aussi autour de la réappropriation des savoirs pour que l'entreprise continue à se développer et à vivre. Merci à vous Anne d'être venue et vous reviendrez nous parler de ce sujet évidemment qui est passionnant. On tourne une page, c'est le cercle RH. Le cercle RH qui va s'intéresser au nouveau profil de leader. Qui sont-ils? Que doivent-ils acquérir le leader du 21e siècle, c'est-à-dire le manager? On en parle avec mes invités et avec Caroline de Senneville. Le cercle RH, notre débat, le débat de Smart Job pour parler du sujet central, les managers, les dirigeants, les leaders. Quel nouveau profil de leader dans ce contexte très particulier, dans cette économie incertaine, avec des salariés qui changent, qui évoluent, qui sont peut-être parfois plus exigeants. On en parle avec mes invités. Yamina Mouka, je suis ravi de vous retrouver sur le plateau. Vous êtes la CEO de YAM Partners. Alors, vous avez changé et peut-être reconceptualisé votre entreprise. Your Aspirations Matter. C'est quoi ça dit tout. Les attentes de chacun. Et qui va coller d'ailleurs au débat du moment. À vos côtés, Fabrice Coudray. Bonjour Fabrice. Bonjour. Très heureux de vous accueillir. Vous avez sous le bras cette étude Robert Half, justement avec beaucoup de chiffres, avec le portrait robot, la manière dont on imagine, et dont d'ailleurs va ressembler le manager et le dirigeant leader en 2035. D'après-demain. D'après-demain, c'est-à-dire effectivement, directeur exécutif search justement chez Robert Half et Caroline de Senneville, vous êtes journaliste décideur RH, avec un numéro décideur RH justement sur le bon équilibre face à l'incertitude, c'est-à-dire dans un climat où l'incertitude est forte et ça demande quelques qualités. C'est comme un navigateur en fait, Caroline. Quelques mots quand même sur justement ce contexte et sur la thématique de ce débat. C'est ce que vous avez évoqué, Arnaud. Le contexte actuel est compliqué, crise politique, géopolitique, climatique, arrivée des IA génératives. Tout ça, ça pousse les entreprises à s'adapter sur tous les plans. Le leadership, les leaders exécutifs vont devoir eux aussi se transformer.
Et pour que les dirigeants puissent transformer leurs organisations, ils vont devoir réinventer leur modèle d'affaires et sortir des plans de transformation traditionnels qui sont conçus par silos et qui ne devraient plus fonctionner s'ils veulent que leur modèle perdure. Ils doivent aussi, les leaders, repenser leurs instances dirigeantes. C'est l'objet de votre étude sur le visage des comités de direction d'ici 2035, avec certaines fonctions qui devraient prendre de l'importance, comme ceux de directeur de l'innovation ou de la transformation. Voilà, des fonctions qui permettent d'avoir un regard vraiment holistique sur l'entreprise. Ça, c'est le cadre, c'est même des titres de fonction. Chez vous, dans votre étude, vous allez plus loin, Fabrice, parce que vous brossez le portrait, je dirais, émotionnel, je dirais, humain de ce leader. Qu'est-ce qu'il doit avoir comme qualité dans le contexte qu'on vient d'évoquer avec Caroline? Est-ce qu'on a besoin de ce chef un peu vertical, un peu militaire, tout le monde le doigt sur la couture? J'ai l'impression que ça, c'est fini. Alors, c'est un excellent préambule, parce qu'effectivement, donc l'intérêt de cette étude, c'est qu'elle a été européenne, elle a été sur des dirigeants d'entreprises, que ce soit de grandes entreprises ou de PME, et aussi des fonds d'investissement. Donc, on a eu une vision assez intéressante et une prospective à 10 ans de comment le comité de direction allait se composer. Donc au niveau des qualités, c'est vrai, et vous avez dit le mot juste, Arnaud, c'est que le management par silo, je pense, est radicalement terminé, ou tout le moins va s'estomper dans les années à venir. Et ça, c'est donc important. moins de verticalité. Moins de verticalité, beaucoup plus d'horizontalité, et puis surtout, de fait, une qualité d'agilité. Oui. Et il faut être très caméléon. En fait. Lié au contexte économique. Alors, il y a le contexte économique, il y a la situation propre des entreprises, et puis il y a leur vision des années à venir. Comment je transforme mon entreprise ou comment j'amène mon entreprise à de la croissance et de la profitabilité dans les 5-10 prochaines années. Et on s'aperçoit aujourd'hui que dans les COMEX, on n'a pas toujours le bon casting. Donc, d'où l'importance de faire le bon casting ou de peut-être transformer et de faire les bons choix, parce que parfois les COMEX bougent, et donc il faut se réinspirer. Yamina, quand même, comment vous regardez cette question et le sujet qui est posé sur ces nouveaux profils? Est-ce que c'est l'œuf et la poule? Est-ce que c'est parce que les collaborateurs, les salariés ont des rapports à leur travail qui ont évolué que le leader doit s'adapter, ou est-ce que c'est le leader qui insuffle, qui imprime C'est dans quel sens? Alors, moi, je me pose la question déjà de savoir si le fait qu'on ait des matrices, il y ait du sens à ça. Pour une raison très simple, c'est que ces matrices, si on reprend les 30 dernières années, grosso modo, à peu près entre 300 et 500, une vingtaine qui, effectivement, sont assez structurantes et qui sont utilisées comme des modèles. Et on se rend compte que, finalement, dans l'état actuel et quelles que soient les époques, ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Je ne comprends pas. Ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire qu'on réinvente à chaque fois le modèle de leader avec, effectivement, des critères basés sur des matrices, etc. Et on se rend compte que c'est toujours compliqué, c'est-à-dire que les entreprises, elles ont du mal à se transformer, il y a effectivement une crise de leadership, enfin, la situation, elle est compliquée. Donc, la question... Ça vient des salariés qui aiguillonnent, ou c'est parce que les leaders sont mal formés et pas à la hauteur? Alors, moi, j'ai un prisme qui est peut-être un peu différent, c'est que... pour moi, effectivement, il y a plein de postes qui vont se créer, et je suis tout à fait d'accord avec Fabrice. Après, de mon point de vue, il y a 4 éléments qui me paraissent extrêmement importants chez un leader. La première, c'est avoir une vision, parce que objectivement, sans vision, c'est compliqué. Voilà, donc ça, c'est très important. Avoir de l'audace et du courage. Parce que du courage, c'est... Voilà, on est tous à se dire qu'on est courageux, mais c'est pas vraiment toujours la réalité. L'art de la négociation. Et enfin, une très bonne compréhension du monde qui nous entoure. Et je pense qu'effectivement, le monde est tellement brutal que si on n'a pas ces éléments, c'est très compliqué de fonctionner. Donc Yamina, vous n'avez pas répondu à ma question, mais vous allez la méditer pour pouvoir y répondre ensuite. Je vous pose la question. Est-ce que l'étude que vous portez à travers donc, ces fonds, parce qu'il y a 100 investisseurs et 400 dirigeants européens, est-ce que globalement on peut considérer qu'aujourd'hui le télétravail, la dérégulation du travail dans son organisation oblige le manager à se transformer, ou est-ce que c'est une transformation qui est uniquement liée à des enjeux business et donc économique? Alors attention, quelqu'un va-t-il répondre à ma question? Mais le monde a changé, en fait. D'accord. En fait, la question, elle est plus de se dire, pardon, c'est que... J'ai énervé Yamina. Non, pas du tout. Mais la situation est grave. Le monde a changé, les entreprises souffrent. On se retrouve face à des Américains, des Chinois. Donc c'est exogène, et donc c'est des enjeux exogènes. L'IA. D'accord. Mais quand vous parlez du télétravail, je pense que le rapport à l'emploi a changé après 2020.
Mais soyons lucides que ça, je pense que dans les 5 prochaines années, le télétravail va se réduire de manière considérable. On y est. Hein, On va ça- recréer du ça lien. reflue. On va recréer du lien social. Et si on doit aller vers des transformations, fédérer des équipes autour d'un projet, suivre un leader charismatique, ça se fera avec des rencontres physiques. Je veux dire, on va être sur un paradigme complètement différent parce que ça va être une nécessité. On peut avoir le monde qu'on veut, il va falloir que les hommes se comportent différemment dans l'entreprise. Caroline, Et se voient. Vous avez vu dans les 3 styles quand même évoqués par Robert Laff, c'est assez intéressant. Il y a l'inspiration et le changement. C'est-à-dire, là, on est sur l'humain, mais il y a quand même le fondement des données. Il faut qu'ils maîtrisent des données et des outils, l'IA. C'est assez intéressant de voir quand même l'enjeu du mélange de l'humain, de l'émotionnel, des soft skills avec la technique. Yamina Talia parlait de vision. Oui. C'est hyper important. C'est-à-dire quelqu'un qui a une vision, un dirigeant qui a une vision. Mais dans C'est sa soit un capacité, reproche qu'on fait aux dirigeants. dans sa capacité de décision, il devra associer sa vision stratégique avec des données excessivement précises. Et donc les justifier en quelque sorte, Absolument. les étayer. Oui, et se rassurer et embarquer. L'agilité, vous vouliez intervenir, Non, mais Caroline? peut-être juste sur Je sentais que vous vouliez intervenir. une étude qui a été menée par Opinionway pour le 28e Global CEO Survey de PwC fin 2024, qui a été publié en début d'année, Oui. mais qui est assez... Enfin, le chiffre m'a étonné, c'est que le moral des chefs d'entreprise est en berne. Ça, malheureusement, il y a peu de doute. Mais les dirigeants restent optimistes. 90% d'entre eux se disaient optimistes en fin d'année dernière, où la situation était déjà compliquée. Voilà, ils ont traversé les crises, Covid, les guerres aux portes de l'Europe, l'arrivée de l'IA. Ils gardent un optimisme nécessaire pour donner ce cap aux C'est équipes. un peu contradictoire parce que moral en berne et optimisme. Non, parce que je me rappelle de cette étude Oui. avec précision. Il y avait quand même cette idée que, et c'était précisément dit par le patron de PwC, si les chefs d'entreprise ne montrent pas un optimisme C'est en ça. se levant le matin, Bien sûr. C'est les- qui porte l'optimisme? C'était Exactement. comme ça Donc, qu'était il- portée il- l'étude. Ils gardent cette envie Voilà. d'embarquer Même les si équipes. le monde est triste et Ouais. que Oui. parfois, bah, ils ont aussi le moral en C'est berne. la force du dirigeant. Mais c'est C'est-à-dire, bah oui, c'est mais dans- c'est ça aussi Ouais. être un leader, non, C'est le Yamina? bon équilibre entre, effectivement, je vous rejoins sur l'optimisme, et je pense qu'on est autour de cette table parce que nous sommes tous des optimistes et qu'on y croit et qu'on se bat au quotidien. Après, c'est aussi de se dire l'optimisme doit suivre le réalisme. Bien sûr. Et c'est le réalisme Mm. qui fait qu'effectivement, on entre en capacité d'action. Et je pense que ça, c'est une donnée extrêmement importante. Juste, je me tourne vers vous parce que vous aviez quand même une petite idée derrière la tête. Vous faites cette étude, vous vous appuyez, étude européenne, vous appuyez sur des dirigeants de différents secteurs. Robert Alf se dit, avec ça, je vais avoir un tableau de bord aussi peut-être pour commencer à aiguiller, accompagner au plus près nos clients. Parce qu'il y a quand même cette idée-là. Le client, le board se dit, c'est quoi le bon profil, quoi? Qui je dois prendre? Oui. Je prends qu'un technicien, je prends quelqu'un qui est plutôt venu des sciences molles, de la psychologie. Non, mais c'est vrai. Non, mais vous le montrez dans l'étude d'ailleurs qu'il faut distinguer dès maintenant les N-1 et N-2 des COMEX et que une majorité d'entreprises a, il me semble, d'après l'étude, du mal à identifier les bons profils. C'est le sujet du plan de succession. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, déjà, d'avoir une vision à la tête de l'entreprise et une posture du leader de demain, c'est déjà pas très simple. Mais en revanche, si effectivement on ne regarde pas les 2 strates inférieures au COMEX, Oui. ça devient encore plus compliqué. Donc l'exercice est délicat, mais effectivement, on doit impliquer autour d'un projet commun, fédérer ses équipes, les faire partager. Et c'est là qu'on peut se rendre compte qu'effectivement, on n'a pas les bonnes personnes, que ce soit au COMEX, N-1 ou N-2 sous COMEX. Et pas la bonne personne, c'est une personne fermée, c'est une personne, pour être un peu cash, qui ferme la porte de son bureau, c'est une personne qui ne communique pas, Entre autres. c'est une personne qui n'est ouverte pas sur les sujets du monde. Enfin, je sais pas. Entre autres, ouais. Ouais. Pour rebondir sur On ce est que tu d'accord, viens de c'est un dire, peu fermé, quoi. Pour rebondir sur ce que tu viens de dire. En fait, ce qui est intéressant aussi, quand vous êtes face à votre client, c'est plutôt que de focuser sur alors il me faut un patron qui fasse ceci, un titre, etc. C'est plus de l'amener à se poser des questions sur son entreprise, son ambition, sa vision, etc. Et finalement, moi j'ai eu le cas cette semaine avec une cliente où à un moment donné ça partait dans tous les sens. Je lui ai dit mais enfin concrètement tu veux faire quoi de ta boîte? Et du coup, par rapport à ça... Ça, c'est la question de fond. Non, mais c'est la question vrai, de c'est fond. vrai. Et c'est vrai. Et à partir de Tu veux là, en l'emmener fait, où, ta boîte? tu veux l'emmener où? C'est quoi tes objectifs, etc. Tu me dis que ensuite, tu me dis qu'à 3 ans, il faut avoir doublé ton chiffre d'affaires. D'accord. Donc ça veut dire qu'il y a des choses qu'on peut faire, il y a des choses. Enfin, c'est presque la vie de tous les dirigeants, ça, quand même. Hein. Tout Oui, le monde mais a du tout coup, envie de c'est doubler son presque. chiffre d'affaires, quoi. Eh ben, je suis ravie que tu dises ça parce que quand tu dis c'est presque la vie de tous les dirigeants, ça veut dire que le début est bon et ensuite il faut se poser les bonnes questions Exact. pour se dire parce que finalement cet atterrissage d'un profil.
Moi, j'ai eu le cas où j'ai été missionnée sur un projet, on en parlait avec Fabrice, et puis ça a totalement changé le projet parce que la personne, elle s'est retrouvée au COMEX, ce qui n'était pas prévu dès le départ. Mais pas parce que je voulais qu'elle soit au COMEX, mais parce qu'en fait, dans le travail que l'on fait avec nos clients, on les amène à se poser les bonnes questions. Mais juste, Fabrice, pour aller un peu plus loin, il faut qu'ils se forment, ces leaders, parce que là, on voit bien que c'est une prospective. Hein. Il faut qu'ils se transforment sur la tech, il faut qu'ils prennent les enjeux de décision, il faut qu'ils soient agiles, il faut qu'ils soient ouverts au monde, il faut qu'ils soient dans une intelligence émotionnelle. Enfin, Bref, bref, des enjeux RSE. les enjeux RSE, c'est le mouton à 6 pattes. Comment Plus, on fait mais- Parce ouais. que Du tout. Pas du tout. Non, mais d'accord. en fait, c'est pas un mouton à 6, c'est un mouton à 7 pattes. D'accord. C'est pas pour autant qu'il n'existe pas. Et je pense que, Ok. pour rebondir sur ce que disait Yamina, c'est-à-dire que le décideur ou le dirigeant qui ne sait pas lui-même où il doit aller et qui va se réfugier derrière le fait de dire c'est mon comité de direction qui dysfonctionne, il faudra l'amener plutôt à une réflexion, de se dire c'est peut-être vous, cher ami, qui dysfonctionnez. Ouais, ça, il faut avoir le souffle pour lui dire. Oui, Peut-être mais- que ça vient de toi. Ça s'appelle le courage. C'est pas- voilà. Mais Non, mais c'est effectivement, c'est là où le dirigeant doit se démarquer des autres et d'être conscient que le monde change, que lui doit changer, et s'il ne peut pas le faire seul, il doit y être accompagné. D'où l'existence de boards qui peuvent accompagner. Donc ça veut dire quoi? De cadres processés, de profils Ouais. qu'on met dans une IA pour dire lui, il coche toutes les cases. Concrètement, Non, mais- comment on fait? Non, mais avant moi, il y a une phrase qui me revient, c'est il y a eu une interview de Pouyanné dans Les Échos, et il y a quelque temps, il a dit ça se saurait si, alors je le dis pas aussi bien que lui, si on avait des champions du numérique en Europe. Après, on aime ou on n'aime pas, Il a mais pas totalement tort, hein. non, mais c'est sacrément courageux de dire ça. Enfin, je veux dire, ben voilà, c'est un patron, il est visionnaire, il est Mais courageux, il dit des choses. Sans faire de passerelle pour revenir à mes vieilles Oui. passions, mais quand on entend Attal qui parle du culte du chef, que c'est la fin du culte du chef, et qu'aujourd'hui il faut finalement une démocratie beaucoup plus ouverte, beaucoup plus apaisée et plus horizontale, c'est de ça dont on parle aujourd'hui sur ce plateau. C'est-à-dire le chef, l'impérator qui dirige sa boîte, globalement, il a moins d'espace aujourd'hui. Oui, il faudra toujours quelqu'un qui prenne des décisions, surtout dans les périodes difficiles. Et on va il venir. faut un capitaine. Et les collaborateurs d'un groupe aiment qu'il y ait un capitaine qui prenne des décisions. C'est ça. En revanche, la manière de communiquer ces décisions est complètement différente. Donc vous voyez bien qu'il y a un désir de démocratie au sein des entreprises. Oui, Enfin, c'est une de forme, partage. c'est une forme de partage et de fédérer les équipes autour d'un projet. On est d'accord, on n'est pas d'accord. Et tout le monde ne restera pas à bord du navire. Ça, c'est une certitude. Mais À condition d'avoir un point de vue et une idée et une ligne à tracer. et on peut très bien se dire, moi, je Une suis vision. plus cette voie. Et c'est pas choquant. Quand on dit Pas ça, mettre tout le monde d'accord autour d'un projet d'entreprise. sans, C'est pas possible. sans citer de nom, quand vous dites tout ça, tous les deux, d'un commun accord, il faut avoir une vision. Ça veut dire qu'un certain nombre de dirigeants n'ont pas de vision. Clairement. On est d'accord. Décider, c'est intéressant parce que vient se rajouter une autre couche, les salariés, le manque de vision, le contexte, et puis le climat économique, la visibilité qui s'est raccourcie, une sorte de brouillard, on ne voit plus qu'à 1 ou 2 mètres, qui pose la question, et que vous soulevez d'ailleurs dans Décideur Magazine, sur le bon équilibre face à l'incertitude. Concrètement, c'est quoi ce sujet-là? On prend des décisions à vue, on est un peu comme un capitaine sans radar, c'est un peu ça le sujet? Ce qui est sûr, c'est que face aux difficultés des dirigeants, et justement c'est Olivia Vigneault qui l'évoque dans un de ses articles, Dirigés dans l'incertitude, c'est un programme qui est de plus en plus proposé par les écoles de commerce, notamment par HEC, avec un programme très riche. Il y a des enseignements autour de la géopolitique, les grandes transformations économiques, les Exact. transitions énergétiques, Le global, les- le contexte. l'éthique du dirigeant, les villes de demain, l'entreprise de demain, pour essayer de les aiguiller dans ces contextes particulièrement Alors, délicats. Et c'est tout sauf une science exacte. Je suis d'accord, mais Oui. en fait, tout ça, ça n'est possible que si on réouvre la conversation en entreprise. C'est-à-dire ce lien entre le COMEX, les salariés, Oui. enfin, voilà, c'est qu'on se dise les choses. Et moi, je crois beaucoup à la transparence. Et je pense que si on responsabilise ses collaborateurs et qu'on leur dit les choses, des choses telles que si tu ne te formes pas à l'IA, tu pourras peut-être un jour perdre ton job. Je sais, c'est très violent, mais c'est une réalité. Et je pense que, voilà, c'est... Juste ce chiffre, un seul chiffre, puisqu'on est sur l'IA, Bien sûr. je ne l'ai pas dit, mais dans votre étude passionnante, 84%, c'est la proportion de dirigeants qui estiment que la maîtrise de l'IA sera une compétence clé d'ici 2035, donc qui est la date butoir. Ça dit quelque chose. Ça veut dire que globalement, il y a les insiders, les outsiders. Il y a ceux qui maîtriseront, puis il y a ceux qui ne maîtriseront pas. Et ils sont en danger. On ne peut pas négliger le fait que l'IA va être un outil de prise de décision fondamental. Ça va être incontournable. Ce n'est pas l'IA qui va diriger l'entreprise. Donc il faut remettre les choses un peu dans leur contexte en disant qu'effectivement, la révolution technologique va
influencer complètement le style de management, d'être un outil d'être à la décision. Oui. Dans tous les cas, il faut embarquer tout le monde autour de ça. Ça ne veut pas dire que tout le monde doit être un expert de l'IA, mais on ne peut pas le négliger. C'est impossible. C'est dur dans le contexte, vous avez vu, je m'obstine un peu, je suis quelqu'un de très pugnace, dans un contexte où les salariés, dit-on aujourd'hui, sont beaucoup plus durs à convaincre, beaucoup plus durs à embarquer. Mais c'est très anxiogène. C'est très Ah anxiogène. d'accord, donc c'est pas de leur faute, c'est de la faute à la crise, quoi. C'est un contexte général. Après, on le disait tout à l'heure, on est tous autour de cette table très optimistes. Il faut garder cet optimisme et qui est porté par le chef. Par le dirigeant. Par le dirigeant. Caroline, oui. Non, mais c'est juste pour dire, ça rejoint ce que vous disiez, Amina, ça n'empêche pas la transparence. Bien sûr. Et on échange beaucoup avec des DRH sur ces sujets de restructuration, de Bien sûr. réorganisation. Tous nous disent la même chose. Il faut absolument être transparent avec Bien sûr. les salariés, ceux qui partent comme ceux qui restent sur la situation d'entreprise. Sinon, aucune transformation ne fonctionnera. Oui, mais en fait, il y a une C'est une marque de sorte, respect aussi. en fait, il y a une sorte d'ambiance quasiment anxiogène. Oui. C'est-à-dire que dans On peut tout- dire anxiogène. anxiogène. Bon, Ouais, allons jusque j'ai là. voulu être sympathique. Ouais, Voilà. on y est, on y est. Et c'est vrai que si on regarde la presse, les gros titres, c'est ça au quotidien. Et du coup, il y a une sorte de tension qui se crée effectivement au sein des entreprises. Voilà, après moi, je vois des candidats tous les jours. Ils me disent tous, moi je veux être formé, j'ai besoin d'être formé. Enfin, il y a quand même une... Voilà. Mais c'est quasiment notre système, c'est-à-dire la presse, c'est nos institutions qui ne sont pas pensées comme ça. Quand vous voyez que dans une classe de terminale, on se retrouve à avoir un 0 parce qu'on a utilisé l'intelligence IA, bon, bah, ça démarre dans l'éducation. Ça bouge un petit peu. Oui, un petit peu. mais ça démarre... Ouais. Parce qu'il faudra que les nouvelles générations gardent leur esprit critique. Mais c'est en en fait étant le biberonné travail, à l'IA. il doit être là à la fois au niveau de l'éducation et à la fois au niveau des entreprises, c'est développer son esprit critique. Juste avant de nous quitter, on forme ou on forme pas ces leaders? Parce que certains ont diagnostiqué leurs difficultés. Alors technique, puisqu'on parle de l'IA, mais certains disent, bah, effectivement, sur l'intelligence émotionnelle, sur ma manière de communiquer, j'ai du travail. Ça s'apprend ou pas? Ou est-ce qu'il y a un côté inné? Il y a toujours ce sentiment de, bon, on est manager, c'est inné. On peut l'apprendre, on peut se former Oui, aussi. je pense qu'on disait tout à l'heure qu'il faut garder une sensibilité, une capacité de décision et surtout de ne plus travailler en silo. Donc si on se réfugie trop derrière la technique, on reforme des silos. On s'isole et on Donc, se cache. Voilà. Donc se former, oui. L'échéance, 10 ans, ok. Je pense qu'on a du temps. Et en même temps, on n'en a pas assez. Donc effectivement, il va falloir appréhender ces outils, se former ou les appréhender et les intégrer. Et pas à marche forcée, mais à marche continue. Là, vous parlez des outils. Moi, je parlais des soft skills aussi, c'est-à-dire la qualité humaine de pouvoir embarquer, de pouvoir convaincre. Ça C'est- s'apprend ou c'est- pas? Oui, Oui, absolument. on peut Il y a l'apprendre. beaucoup de programmes de formation Ouais, autour des absolument. soft skills. Ah, en fait, oui, je suis d'accord, mais les fondamentaux, c'est... je pense que la base, c'est de les amener à se poser les bonnes questions. Et à partir du moment où on se pose les bonnes questions, forcément, la réflexion sera de qualité et, j'allais dire, la formation pourra avoir un impact. Si on ne se pose pas les bonnes questions, ça n'a aucun intérêt. Commencer par pourquoi. Excellente question qui nous prendrait beaucoup de temps. C'est la question fondamentale. Qui suis-je, où vais-je? qui est un peu le grand sujet du Mais moment. c'est important. Mais c'est important. essentiel. Merci à vous, cher Merci. Fabrice Coudray, Robert Alf, l'étude à découvrir sur votre site qui dresse le portrait robot, enfin, en tout cas le chemin que doit parcourir l'individu en 2035 avec quelques éléments essentiels. Décideur Magazine, faut pas l'oublier. Avec ce numéro, passionnant. voilà, on le voit Oui. sur le bon équilibre dans l'incertitude, et c'est un vrai sujet d'inquiétude pour les chefs d'entreprise. Et Yamina Mouka, avec sa nouvelle entreprise, mais qui est tournée toujours autour de l'humain Surtout et de l'accompagnement. autour de l'humain. C'est un vrai plaisir de partager ce moment avec vous. Merci à vous, Caroline de Selville. Merci à vous, Fabrice. beaucoup. Merci, Merci, Yamina. Merci à vous pour vos réactions, vos messages, vos encouragements et l'intérêt que vous portez à Smart Job. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.